Bonjour Fabien Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, documentariste et vous venez de publier un livre passionnant, The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley. C'est aux éditions Les Arènes. Alors commençons par un mot d'histoire, vous en parlez au début du livre. À quoi ressemblait la Silicon Valley au milieu du 19e siècle, au moment de la ruée vers l'or ? Moi, effectivement, je fais un retour en histoire et je pense qu'il est nécessaire parce que la Silicon Valley, c'est une histoire américaine. Et c'est vrai qu'on se la figure aujourd'hui comme ce bastion de la technologie, des Google, Facebook et compagnie. Mais c'était une vallée maraîchère à l'origine. On l'appelait la vallée des délices de la terre. C'était ça à l'origine avant qu'elle se développe et qu'elle donne naissance à une industrie technologique de pointe. Et le point de départ, alors je le rappelle dans le livre, qu'on peut trouver, c'est la création de Stanford, plutôt à la fin du 19e siècle, en 1880 pour être précis, cette fac pionnière dans les technologies, une faculté qui va être Mais avant de parler de Stanford, est-ce qu'on peut faire une analogie entre la mentalité des chercheurs d'or et des pionniers de ces entreprises dans les années 70 ? Je pense qu'il y a un parallèle à faire et qu'il y a un lien à établir parce que je pense que la Silicon Valley, c'est une histoire américaine avant tout. Elle s'inscrit dans le territoire de la Californie, entre San José, San Francisco, dans cette petite bande de territoire qui est pas si grande d'ailleurs, qui fait 70-80 km d'amplitude entre les deux villes. Et elle est tributaire un peu de cette histoire américaine et notamment de ces valeurs de la conquête de l'Ouest. L'idée de frontière qu'on a de cesse de repousser, on en parlera avec l'essor d'Internet, on dira c'est la nouvelle frontière. L'idée de destinée manifeste, c'est-à-dire on va changer le monde, on va le recommencer. Tout ça, ce sont des valeurs qui imprègnent la Silicon Valley et qu'on entend toujours dans le discours d'ailleurs des grands patrons de la Silicon Valley. Pourquoi on parle d'ailleurs de la Silicon Valley ? C'est un rapport avec le silicium en français ? Absolument, avec l'utilisation de ce semi-conducteur qui va révolutionner l'industrie de la technologie, notamment pour construire des circuits imprimés, des microprocesseurs. Et c'est l'arrivée de ce composant-là, son utilisation, qui va donner son nom à ce territoire-là en 1971, pour être exact. Pourquoi ceux qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sont nés justement en Californie ? Pourquoi dans cette région-là ? Est-ce qu'il y a une recette américaine et californienne pour expliquer ce succès ? Ça s'est construit un petit peu étape par étape et petit à petit, l'attractivité de la région s'est forgée. Je faisais allusion à Stanford. Stanford est un pôle d'attractivité, fabrique des ingénieurs, couvre des entreprises, noue des partenariats, on y reviendra peut-être, avec l'État, avec la défense. Et ça traverse l'histoire de la Silicon Valley. Ça va avoir un effet d'attraction assez énorme. Et puis il y a quelques entreprises pionnières qui vont aller s'installer dans cette région assez tôt, au début du XXe siècle, et qui elles aussi vont devenir des pôles d'attraction. Et voilà, ça va un peu se coaguler, si je puis dire, dans cette région-là. Aux États-Unis, en Californie en particulier, on peut dire qu'il y a une synergie entre ces entrepreneurs, l'État et les universités. C'est ça qui explique en fait ce partenariat qui explique le succès. C'est vraiment un élément clé pour comprendre pourquoi la Silicon Valley a émergé aux États-Unis à cet endroit-là et comment elle a pu se développer. À Stanford en particulier, un professeur, Fred Terman, va vraiment catalyser un peu cette relation-là et la faire mûrir, c'est-à-dire une relation un peu tripartite. On parle de triangle de fer entre l'université d'un côté qui va développer des talents, de la recherche, faire des percées dans le champ de la recherche, le monde de l'entreprise et l'État qui va financer et qui va être client aussi. L'argent vient d'où ? L'argent vient pas mal, en tout cas, notamment dans la première moitié du XXe siècle et puis après au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment d'accélération pour la technologie. Pour des besoins de défense, pour des besoins militaires, l'État et le département d'État en particulier va investir beaucoup d'argent dans la technologie, dans les facultés, mais aussi en commandant des choses auprès des entreprises. Et les universités, comment est-ce qu'elles s'y retrouvent, elles ? Parce qu'elles investissent aussi beaucoup dans la recherche. Elles s'y retrouvent et puis à certaines occasions, elles ont aussi, des parts dans des entreprises ou en tout cas, elles sont rétribuées pour leur travail. On a l'exemple de Google en est un, c'est-à-dire que Google est une technologie qui a été développée à Stanford et pour la libérer, sur le marché, Stanford a touché de l'argent en contrepartie. Les grands patrons de la Silicon Valley sont pas ingrats. Il y a beaucoup de dons qui sont faits aussi à l'université de Stanford. Voilà, c'est vraiment une machine bien huilée
lucratif, c'est une université très riche. C'est pas la seule évidemment, mais c'est vraiment un point Donc ces créateurs d'entreprises qui dénigrent souvent l'État et qui veulent un État minimum, hein, c'est une de leurs règles de base de leur idéologie. Comment dirais-je, ils sont pas un paradoxe près parce qu'ils acceptent par ailleurs l'argent de l'État. Il y a un rapport très étrange à l'État dans la Silicon Valley, c'est-à-dire que d'une part on a beaucoup de discours imprimés de libertarianisme, donc cette philosophie politique qui rejette toute intervention de l'État, c'est-à-dire on ne veut pas un État fort, on ne veut pas de big government, on ne veut pas d'intervention, et on essaie plutôt d'ailleurs de court-circuiter l'État tant que faire se peut, et en même temps l'État est un partenaire bien souvent. Il donne de l'argent, il commande des choses. Quand on développe par exemple des smart cities, des villes intelligentes, les grands acteurs de la Silicon Valley, voilà, vont chercher de l'argent public, ce sont leurs clients. D'une certaine manière, c'est le réalisme économique américain, quoi. Ce qui compte, c'est le business si ça marche, quoi. Voilà, on peut le voir ça comme ça, on peut le voir aussi comme une forme de duplicité, c'est-à-dire un discours qui est très agressif vis-à-vis de l'État, mais en même temps on s'en accommode bien. Un autre exemple auquel on peut penser, par exemple, c'est Tesla, qui fabrique des voitures autonomes, mais aussi des panneaux pour l'énergie solaire. Voilà, Tesla est une entreprise qui a été très subventionnée aux États-Unis, alors que c'est une entreprise qui est aussi donc, directement subventionnée aussi par la fiscalité avec des taux d'imposition très très bas. Exactement. Mais en tout cas, il y a ce rapport très ambigu vis-à-vis des États. Alors on a parlé de Stanford, on pourrait parler de Berkeley aussi, c'est l'autre grande université californienne qui joue un peu le même rôle. Puis il y a une entreprise aussi qui revient souvent dans votre bouquin, c'est Fairchild, qui a été créée dans les années 50, je crois. Et en fait, on peut dire d'une certaine manière que c'est la mère MERE, de toutes les autres entreprises qui ont suivi. C'est comme ça qu'on la qualifie, parce que Fairchild, finalement, a nourri en son sein toute une génération d'ingénieurs talentueux qui vont donner naissance à un nombre inimaginable d'entreprises dans la Silicon Valley qui vont essaimer dans toute la Silicon Valley. Et parmi ces entreprises, il y aura notamment Intel, et c'est pas la moindre des entreprises, puisque c'est l'entreprise qui va créer, diffuser le microprocesseur, qui en soi est une révolution gigantesque, qui va permettre la miniaturisation des ordinateurs. Il faut s'imaginer qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un ordinateur aurait occupé toute une pièce, tout ce plateau, et encore, ça aurait été insuffisant. Avec le microprocesseur, on va pouvoir miniaturiser, et ça va ouvrir sur un champ qui va être celui de la micro-informatique. Alors, il est impossible de parler de la Silicon Valley sans parler des deux Steve, vous en parlez dans le bouquin, c'est Steve Jobs évidemment, et puis un moins connu, c'est Steve Wozniak. Ce sont les deux créateurs d'Apple. Oui, alors Steve Wozniak est un peu le génie de l'affaire. C'était quelqu'un qui aimait bidouiller, fabriquer des ordinateurs, et qui lui-même le raconte et dit, moi quand j'ai fabriqué le premier Apple, l'Apple 1, je le faisais pour m'amuser, pour épater les copains, pour montrer qu'en fait j'ai été doué. Steve Jobs est plutôt le commercial, on va dire, le communicant, celui qui a perçu qu'en fait il y avait un marché de l'informatique qui allait naître et qui allait avoir du profit à se faire, et c'est lui qui va catalyser ce mouvement-là vers le marché et la commercialisation des ordinateurs. Vous en parlez aussi dans votre bouquin, est-ce qu'on peut dire que les fondateurs des GAFAM, Steve Jobs et autres, ils sont issus de l'utopie de la contre-culture californienne, qui est aussi une marque de fabrique de la Californie? C'est un des paradoxes de cette région-là, c'est-à-dire que cette région a été très marquée dans les années 60 et 70 par la contre-culture, le mouvement hippie, la nouvelle gauche, et ça va nourrir un rêve d'émancipation, un rêve d'émancipation vis-à-vis des hiérarchies, du gouvernement, d'égalité, de partage. Et ce rêve-là, en fait, va être un petit peu rattrapé, en tout cas éclipsé par l'appât du gain des marchés qui se profilent. Mais ces gens-là, effectivement, sont à un moment donné, font partie de cette contre-culture californienne. Et dans le bouquin, vous êtes d'ailleurs même plus dur avec eux, parce que vous parlez de contre-révolution, de régression. En fait, on est loin de l'utopie des hippies des années 70. En fait, c'est une manière de répondre un peu au discours qu'on entend depuis des années, depuis très longtemps. C'est-à-dire, on nous parle de la révolution numérique. Ça va changer nos vies. Mais qu'est-ce qu'une contre-révolution? Une contre-révolution, c'est quelque chose qui détricote, défait des acquis. Et justement, dans la Silicon Valley, on a envie de s'émanciper de l'État. Donc on devrait parler d'une contre-révolution numérique. Je pense qu'il y a en tout cas une dimension contre-révolutionnaire dans la façon dont les grands patrons dans la Silicon Valley voient le monde et nourrissent une forme de projet politique, c'est-à-dire qui s'affranchit des règles collectives tant que faire se peut, qui s'affranchit du droit du travail. On le voit avec les employés d'Uber, les employés des centres d'Amazon, que sais-je. Il y a beaucoup d'exemples maintenant qu'on peut avancer. Donc il y a une dimension en fait contre-révolutionnaire. Il y a aussi l'envie de ne pas se plier à la délibération collective. J'ai beaucoup entendu dans la Silicon Valley de patrons d'entreprises, d'ingénieurs, me dire en fait, on y va, on va changer le monde, les gens devront suivre. Et tout ça, c'est pas très démocratique dans le fond. Ça va pas dans le sens de la délibération et de la consultation. C'est l'expression qu'ils utilisent. Ils veulent dominer le monde et ils pensent que le futur leur appartient.
Oui, il y a ça. Ouais. Ils jouent carte sur table, quoi. En fait, ils annoncent la couleur. Il y a une forme il y a un discours assez décomplexé de ce point de vue-là. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'hésitation à me dire ou à dire publiquement, on veut changer le monde, on y va, c'est nous qui décidons, et les gens devront suivre. Vous dites même que leur vision de la société, c'est une élite qui dirigerait le monde, et puis par ailleurs, une vie qualifiée de low cost pour tous les autres, et une majorité écrasante des autres. Je pense qu'il y a ça, et c'est peut-être ce que ça nous prépare, et c'est aussi peut-être un des messages que j'ai voulu porter dans ce livre-là, c'est alerter sur le fait que ça nous préparait peut-être pas la meilleure des sociétés du monde, ou le meilleur monde possible, mais certainement une société très inégalitaire. On voit qu'il y a des patrons très riches, des ingénieurs très riches. On le voit d'ailleurs très concrètement dans la Silicon Valley, et des petites mains, des cols bleus, très peu payés, qui peinent à vivre. Et il faut rajouter à cela aussi que cette révolution dont on parle, la révolution numérique, est sans doute une des premières révolutions industrielles qui ne crée pas vraiment de richesse, qui ne crée pas d'emplois, et qui en crée seulement... Elle a créé des emplois quand même. Oui, mais de manière très marginale par rapport à ce que d'autres grandes entreprises dans l'histoire industrielle ont pu faire. Et voilà, il est bien possible en fait qu'on ait une société de plus en plus égalitaire et de plus en plus fragmentée. Pour terminer sur, vous avez fait allusion tout à l'heure à refonder Internet. Vous dites qu'il faut d'urgence refonder Internet, redonner la main au secteur public. C'est ce que vous dites à la fin du livre. C'est un véritable enjeu démocratique. Moi, je crois en l'État. Je pense que l'État a la capacité d'infléchir un peu cette trajectoire-là. On voit aujourd'hui qu'il y a des propositions pour démanteler des GAFAM, pour les empêcher de croître de manière un peu carnassière en rachetant toutes les entreprises. On voit qu'on veut protéger de plus en plus les données personnelles. On voit de ces entreprises qui sont plus puissants que des États. Parfois, oui. Voilà, donc je pense qu'il faut en tout cas réinjecter de la démocratie, une place pour l'État. L'État étant le garant. Exactement, la représentation des citoyens. Donc voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Merci Fabien Benoît, un livre passionnant. Donc cette histoire politique de la Silicon Valley aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Merci.